Mes parents avaient convoqué une réunion d'urgence et m'avaient tendu cette même facture de 190 000 € pour m'avoir élevé, mon père déclarant « Tu nous dois pour la vie que nous t'avons donnée ». J'ai simplement hoché la tête et j'ai fait glisser des preuves qu'ils avaient volé tout mon héritage. Leurs visages ont pâli. Et ce n'était même pas le pire. Salut, je suis Léa. Avant de plonger, d'où nous regardez-vous? Café du matin. Promenade nocturne? Laissez un commentaire. Nous sommes sur le point de découvrir un secret de famille qu'ils ont essayé d'enterrer pour de bon. Ils ont appelé ça une urgence familiale. C'est ce que disait le message vocal. Il était juste après 7 heures du matin un dimanche lorsque l'appel est arrivé. La voix d'Éléonore, ferme et sèche, « Léa, tu dois venir. C'est urgent. C'est pour la famille. » Aucune mention du type d'urgence. Aucun détail. Et c'est ce qui m'a serré la poitrine alors que je prenais mon manteau. Parce que quand Éléonore disait « la famille », elle ne parlait jamais de nous tous. Elle parlait de contrôle. Elle voulait dire que quelque chose était sur le point de changer et qu'on s'attendait à ce que je joue le jeu. J'ai conduit la courte route jusqu'à leur maison en silence, m'attendant à moitié à une ambulance dans l'allée. Peut-être mon père affalé sur la balançoire du Porsche. Mais quand je me suis arrêté, la seule chose qui m'attendait était cette boîte aux lettres impeccables qu'Éléonore repeignait chaque printemps comme une horloge. La maison avait l'air normal. Trop normal. Le genre de normalité qui vous tord l'estomac avant que votre cerveau ne puisse réagir. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je ne puisse frapper. « Entre », dit Éléonore en reculant comme une hôtesse à un thé de paroisse. Son rouge à lèvres était frais, pas une mèche de son chignon gris n'était déplacée. J'ai balayé le salon du regard, puis le couloir. Aucun signe de détresse. Aucun bruit de la télévision. Pas de café en train de se faire. Juste le calme. Armand était déjà assis à la table de la salle à manger, le dos droit, ses lunettes épaisses capturant la lumière matinale. Il ne dit pas un mot, se contenta de hocher la tête, presque d'un air désolé, comme s'il savait ce qui allait arriver mais n'avait pas le courage de l'arrêter. « Assieds-toi », dit Éléonore. « Nous allons faire bref. » Cette phrase, comme si elle me tendait une facture après un nettoyage chez le dentiste. Je me suis assise à la longue table en chêne où nous avions sculpté des citrouilles chaque octobre quand nous étions enfants, où elle avait jadis étalé sa fameuse feuille de calcul pour les repas partage comme une carte militaire, et maintenant devant moi se trouvait une enveloppe manille. Éléonore la fit glisser vers moi des deux mains. Ses ongles étaient soigneusement peints en mauve. Je remarquais les détails quand j'étais anxieuse. Quelque chose pour me raccrocher aux petites choses. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, ma voix plus basse que je ne l'attendais. « Sèche. » Elle sourit comme si de rien n'était. « Ouvre-la. » À l'intérieur, soigneusement imprimée sur du papier blanc immaculé, se trouvait une facture. Une vraie. Détaillée. Étiquetée, remboursement pour investissements parentaux au LEAM, j'ai cligné des yeux. Au début, j'ai pensé que c'était une blague. Une blague mal timée, mal racontée. Jusqu'à ce que je lise la première ligne, les maternisés et fournitures pour bébés, 1989 à 1991, 3 400 €. Électricité eau consommée, estimation enfance, 7 800 €. Transport scolaire, maternelle au lycée, 18 000 €. Couverture du forfait de téléphonie mobile familiale, 2004 à 2010, 160 €. Kilométrage covoiturage, salon scientifique et tournoi d'échecs, 1200 €. Frais de dossier d'université, non remboursables, 480 €. Travail émotionnel, inquantifiable, approximé, 10 000 €. Cela continuait, ligne après ligne, jusqu'à la fin. J'ai levé les yeux. « Vous êtes sérieuse ?» Éléonore croisa les mains comme une directrice d'école. « Tu as bien réussi, Léa. Tu gagnes bien ta vie. Il est juste de rendre l'appareil. » Armand s'éclaircit la gorge, mais ne me regarda toujours pas directement. « Nous t'avons donné un bon départ. Nous pensons juste qu'il est temps de rétablir l'équilibre. » Rétablir l'équilibre ? Je fixais cette ligne concernant les tournois d'échecs. Je me souvenais de ces tournois. Je me souvenais d'être resté seul à la cafétéria après, pendant que les parents des autres enfants les serraient dans leurs bras. Éléonore n'était jamais venue. Pas une seule fois. Mais je suppose que maintenant je lui devais l'argent de l'essence pour les quelques fois où elle avait arrangé qu'un voisin me conduise. « Combien voulez-vous » demandai-je doucement.
Éléonore hocha la tête vers la dernière page. Le total est de 190 187 € et 35 centimes d'euros, mais nous ne sommes pas déraisonnables. Tu peux faire un plan de paiement. Un plan de paiement? Je ris. Juste un souffle. Sans joie. Je passai mes doigts sur le bord du papier. Vous avez tout documenté toutes ces années? Elle ne s'y a pas, nous croyons en la responsabilité. C'est ainsi que les familles restent fortes. J'ai senti ma gorge se serrer, mais je n'ai pas pleuré. Je ne lui donnerai pas ça. Pas ici. Pas comme ça. J'ai plié les papiers avec soin et les ai remis dans l'enveloppe. Mes doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de retenue. Puis je l'ai regardé dans les yeux. Quand, ai-je demandé, ai-je cessé d'être votre fille et suis-je devenu une facture? Le silence fut lourd. Même Armand se remua enfin inconfortablement sur sa chaise. Mais elle se contenta de presser ses lèvres et dit, ce n'est pas personnel. Pas personnel. Je fouillai lentement dans mon sac à main. Je pouvais la sentir, lisse, fine, glisser dans la poche latérale où je gardais les choses que je ne voulais jamais perdre. Je l'ai sortie, mais je ne l'ai pas posée sur la table. Pas encore. Parce que si c'était des affaires, très bien. Je lui montrerai à quoi ressemblait une vraie affaire. Je n'ai pas posé l'enveloppe tout de suite. Au lieu de cela, je suis resté assise là, laissant le silence se resserrer autour de nous comme un pansement trop serré. Mes doigts effleurèrent les bords des 3 documents à l'intérieur de mon sac. Ils étaient légèrement usés d'avoir été manipulés trop de fois par des avocats, des notaires, par moi tard le soir, juste à les fixer. Finalement, je les ai sortis. Sans hâte, juste un calme délibéré. 3 pages nettes, pliées, en papier épais, pas des photocopies, pas des faux, des originaux certifiés. Je les ai posés soigneusement sur la table, les alignant comme je le faisais avec mes formulaires d'audit au travail. Éléonore tressaillit légèrement. Les doigts d'Armand se resserrèrent autour de l'accoudoir de sa chaise. Je l'ai regardé directement et parlé calmement, papy ne m'a pas seulement laissé de l'argent. J'ai dit. Il m'a laissé la terre, les vieux logements locatifs et chaque dernière œuvre d'art de sa collection. Ni l'un ni l'autre ne bougèrent. Il m'a dit une fois, quand j'étais adolescente, tu es la seule qui me voit, pas mon carnet de chèques. Je pensais que c'était juste une douce chose à dire pour un vieil homme. Il s'avère que c'était une déclaration d'intention. La bouche d'Éléonore tressaillit. De quoi parles-tu? Vous avez tous les deux signé en tant qu'exécuteur testamentaire, dis-je. Vos noms sont juste là. Vous avez géré la succession. Et pourtant, les comptes ne m'ont jamais été versés. Armand se remua, frottant son menton comme s'il pouvait effacer la vérité par la friction. Je n'ai pas élevé la voix. Pas de théâtralité, juste des faits. Je pensais que peut-être il n'avait pas laissé beaucoup. Peut-être qu'il y avait des dettes. Mais l'année dernière, j'ai trouvé quelque chose dans le grenier. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement. C'était ma confirmation. J'ai continué. Il y avait une boîte, cachée derrière le vieux matériel de camping. Elle n'était pas verrouillée, juste poussiéreuse. Et à l'intérieur se trouvait ceci. Je frappai la pile de documents et une lettre scellée de l'écriture de papy. Je n'avais pas besoin de la sortir maintenant. Le poids du testament était suffisant. J'avais 11 ans quand il est mort, dis-je doucement. Mais je me souviens encore comment il fredonnait quand il faisait du thé. Comment il m'appelait toujours par mon nom, jamais fille ou enfant. Il disait que je lui rappelais tante Léonie, sa sœur, celle qui a repoussé un avis de saisie immobilière à 22 ans. L'expression d'Armand se fissura à ces mots. Il baissa les yeux sur ses genoux comme s'il souhaitait pouvoir y disparaître. J'ai lu la lettre qu'il a laissée, dis-je. Elle parlait de moi non pas comme une roue de secours, non pas comme une note de bas de page, mais comme son héritière. Parce que j'étais présente chaque week-end cette dernière année, pendant que vous étiez tous les deux occupés. Éléonore ricana. Occupée à t'élever. Je la fixai. Elle renchérit. Tu as toujours été distante, Léa. Froide. Pas comme Gaspard. Il avait du cœur. Il est resté proche. Il a aussi une fois essayé de donner un donut glacé au chien diabétique de papy, dis-je. Mais bien sûr, appelons ça avoir du cœur. Je me suis penché en arrière. J'ai laissé le silence mijoter pendant 1 minute. J'ai remboursé l'hypothèque du duplex il y a 2 ans, dis-je calmement.
Celui que vous deux avez vendu dans mon dos. Le titre de propriété était toujours au nom de Papy quand il est décédé. Cette propriété aurait dû être la mienne, mais d'une manière ou d'une autre, elle a disparu. Armand releva enfin les yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent, puis s'ouvrirent de nouveau. Tu n'étais jamais censé trouver ça, dit-il d'une voix rauque. Et là, ça y était. L'atmosphère changea. Même les murs semblèrent se pencher pour écouter. Éléonore claqua, assez. Tu inventes des choses. Tu ne sais pas ce que ça nous a coûté de maintenir cette famille unie. Tu n'as aucune idée de ce que c'est de galérer. Je haussai un sourcil. Éléonore, j'ai vécu dans un studio avec de la moisissure derrière le frigo pendant 5 ans, pendant que vous deux passiez vos vacances sur la Côte d'Azur chaque février. Ce n'est pas juste. Une facture de 190 000 € pour mon enfance non plus, dis-je, ma voix d'acier sous le velours. Mais nous y sommes. Je pris l'une des pages pliées, la poussai plus près d'Armand. Celle-ci est signée par le greffier du tribunal, confirmant la réception du testament. Daté 3 jours après le décès de Papy. Et vos noms sont juste là. Vous avez traité la succession. Vous saviez. Éléonore tendit la main, mais Armand retint son poignet. Pour la première fois, elle parut sincèrement perturbée. Pas feinte, pas juste ébranlée. Tu avais l'habitude de me dire que j'étais dramatique, murmurai-je. Peut-être que je le suis, mais le drame ne ment pas. Les traces écrites ne mentent pas. Personne ne parla. Même l'horloge dans le couloir semblait plus silencieuse qu'avant. Je me levai lentement de ma chaise, remis les pages dans mon sac, une par une, avec un calme délibéré. Je suis venu ici parce que vous avez dit que c'était une urgence familiale, dis-je. Il s'avère que oui, juste pas le genre que vous attendiez. Je jetai mon sac à main sur mon épaule, fis un pas vers le couloir. Derrière moi, Armand parla de nouveau. Tu n'étais jamais censé trouver ça. Je me tournai juste assez pour croiser son regard. C'est ça la vérité, dis-je. Elle a tendance à attendre tranquillement que quelqu'un ouvre une boîte dans le grenier. Je ne répondis pas tout de suite. Je restai là, fixant la fenêtre de la cuisine. Son murmure restait suspendu dans l'air comme une tache. Je ne bougeais pas, ne sciais pas. Puis je me tournai, lentement et silencieusement, et passai devant eux deux. Mes pieds me portèrent vers la porte arrière comme s'ils savaient quelque chose que je n'avais pas encore compris. La porte moustiquaire grinça derrière moi alors que je sortais sur le porche. La lumière du matin était pleinement apparue maintenant, mais j'avais l'impression que le monde s'était obscurci. L'air était frais, presque humide, et le ciel pesait lourd au-dessus, comme s'il en savait trop. Je traversai le porche, descendis les marches pieds nus et sentis le grain des planches patiner par le temps sous mon talon. J'avais besoin d'air. Dans la poche de mon manteau, je trouvai l'enveloppe. Mes doigts la trouvèrent sans regarder. Plus usée par le nombre de fois où je l'avais sortie, fixée, repliée. Celle-ci ne venait pas de ce matin. Celle-ci m'avait suivi pendant des années. Le seau était déjà brisé. Je fis glisser la lettre à moitié et laissai mes yeux se poser sur le titre en gras en haut, Déclaration d'examen exécutif aux successions d'Anselme Dubois. Elle était datée de 3 ans après son décès. C'était l'année où j'étais entré dans le cabinet de Maître Duval en ville avec des questions qui me hantaient depuis les funérailles. Il n'avait pas semblé surpris de me voir. Je me souviens être resté assise là, tenant une tasse de thé chaud que je ne buvais pas, pendant qu'il fermait la porte de son bureau et disait « Léa, j'espérais que tu viendrais ». Il avait marqué une pause comme si ce qu'il allait dire pouvait me blesser. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Ton nom a été retiré des documents d'héritage 8 semaines après le décès d'Anselme. Tes parents ont soumis une procuration en ton nom. » J'avais cligné des yeux. Je n'ai rien signé. Il hésita. Ils ont affirmé que tu l'avais fait alors que tu étais en deuil à l'hôpital. Je me suis souvenu de l'infirmière m'apportant des formulaires, Éléonore lui chuchotant à l'oreille, lui effleurant le bras. Fais-la juste signer. Elle est fatiguée. Elle ne lira pas, j'avais fait confiance à cette femme. J'avais fait confiance à eux deux. À l'époque, je n'avais pas pensé à douter de la signature. Mais je l'ai fait 2 ans plus tard, lorsque j'ai finalement demandé les documents. Ce qui me regardait, c'était mon nom, mal bouclé. La boucle du Y n'était pas la mienne. L'espacement était incorrect. C'était proche, mais ce n'était pas moi. Tu étais en deuil, avait dit Maître Duval doucement.
Ils ont utilisé ce moment et ils ont tout pris. Derrière moi, le Porsche grinçait de nouveau. Je ne me suis pas retourné. Les pas d'Armand étaient lents, hésitants. Je l'entendais s'éclaircir la gorge, mais il ne parla pas avant d'être à quelques pas, juste derrière la vieille mangeoire à oiseaux. Nous avons fait ce qui était le mieux pour la famille. Je gardai le dos tourné à lui. Mes mains se resserrèrent autour de l'enveloppe. Tu veux dire le mieux pour Gaspard, dis-je en me tournant enfin. Il ne s'y a pas, mais quelque chose dans son visage s'affaissa comme si quelqu'un avait coupé les fils qui le maintenaient droit. Cet argent ne t'aurait pas changé, dit-il. Mais il a donné un nouveau départ à ton frère. Il en avait besoin. Je ris, et cela sortit sec. Tu penses que moi, non? Tu as toujours été forte, dit-il. Dure. Intelligente. Tu t'en sortirais quoi qu'il arrive. Ce n'était pas à toi de décider. Ses yeux tombèrent au sol. Tu es parti si longtemps, dit-il. Déménager à travers le pays, revenait rarement. Parce qu'à chaque fois que je le faisais, je me sentais comme une étrangère dans ma propre lignée sanguine. Ma voix monta, stable mais froide. Je suis resté dans cette chambre d'hôpital avec papy jusqu'au moment où il est décédé. Je lui ai lu, essuyé son visage. Vous deux êtes apparus quand tout était fini et êtes partis avec tout. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Puis il l'ouvrit de nouveau. Combien, demandai-je, plus doucement maintenant. Combien Gaspard a-t-il reçu? Il regarda au-delà de moi. J'attendais. Finalement, sa voix baissa, à peine au-dessus d'un murmure. Tout. 2,1 millions d'euros. Il ne connaît pas toute l'histoire. Nous ne lui avons pas dit. Je sentis le vent se lever légèrement, effleurant l'ourlet de mon manteau. Je pris mon téléphone dans ma poche. L'écran était toujours allumé. Silencieusement, sans le regarder, j'appuyai sur le bouton rouge de l'application d'enregistrement. Le fichier fut instantanément enregistré. Il ne sembla pas le remarquer. Je suppose que tu penses que c'est suffisant, dis-je, d'une voix égale. Que le lui donner a fait de toi un bon père. Ou du moins meilleur que rien. Il sembla vouloir dire oui, mais les mots ne venaient pas. J'appuyai sur « Enregistrer » pour l'enregistrement vocal, puis me tournai pour faire face à l'homme qui m'avait vendu pour le silence. L'air du jardin s'était rafraîchi, mais à l'intérieur de la maison, la température allait changer de manière très différente. La voix d'Éléonore flotta à travers la porte-fenêtre ouverte comme du sirop sur un couteau empoisonné. Léa, ma chérie, nous sommes prêts quand tu le seras. Je suis rentré, le gravier crissant sous mes chaussures, un bruit qui semblait plus fort qu'il n'aurait dû l'être. À l'intérieur, la lumière de midi filtrait à travers la baie vitrée, projetant un or doux sur le tapis coûteux sur lequel il ne nous laissait jamais marcher pieds nus. Maintenant, soudain, j'étais la bienvenue pour m'asseoir. Tout le monde était de nouveau assis en cercle rigide, comme si rien ne s'était passé. Gaspard avait pris la place d'honneur, jambes écartées, pouces accrochés à ses passants de ceinture, comme un homme né pour hériter. Tante Christine était assise près du bord, calme et prudente, comme quelqu'un invité à sauver les apparences mais à qui l'on avait dit de ne parler que si on lui posait la question. Monsieur Leroux, l'expert comptable de la famille, était assis avec un dossier en cuir posé calmement sur son genou. Il me fit un signe de tête à mon retour, pas avec gentillesse, juste formellement. Je ne me suis pas assise tout de suite. Éléonore gesticula vers la chaise en face d'elle, ce sourire mince toujours sur son visage. Allons, soyons civilisés. Pas besoin de drame. Ce mot encore, civilisé. Dans cette maison, civilisé, signifiait se taire et obéir. Je me suis assise. Monsieur Leroux fouilla dans son dossier et posa une longue enveloppe sur la table basse en verre. Cela fit un petit tapotement, mais pour moi, cela sonnait comme un marteau de juge. Nous voulions clarifier les attentes pour l'avenir, commença Éléonore, pliant ses mains doucement comme si elle priait. Ton père et moi pensons que le moment est venu de régler les vieux comptes avant que les futurs actifs ne soient distribués. J'ai cligné des yeux. Futurs actifs? Gaspard se pencha en avant avec un sourire narquois. Oui, en supposant que tu veuilles toujours être considéré pour quoi que ce soit. Monsieur Leroux fit glisser l'enveloppe vers moi. À l'intérieur, tu trouveras un relevé détaillé, un état de rapprochement, si tu veux. C'est une pratique courante dans les successions complexes. C'est détaillé. Je l'ai ouverte. 12 pages, soigneusement imprimées année par année.
Chaque colonne avait une en-tête, logement, nutrition, médical, éducation. Même le soutien émotionnel avait un chiffre en euros à côté. Cela totalisait 190 348 € et 65 centimes d'euros. En haut, une phrase était en gras, remboursement pour l'éducation. Je fixais les mots, puis tournais à une page au hasard. H6, séance d'orthophonie, 220 €. H10, appendicectomie, hôpital privé, 11 700 €. H12, stage intensif de ballet d'été, 2000 €. Et en dessous, en italique, reconnaissance d'anniversaire non réciproque, gâteau plus location de salle, 560 €. J'ai levé les yeux lentement. La voix d'Éléonore devint douce, presque maternelle. Nous t'avons tout donné, Léa, et puis tu as juste disparu. Pas d'appel, pas de visite, rien. Nous avons donc dû tenir compte de ta part avant de procéder aux distributions finales. Vous me facturez, dis-je, ma voix sèche, pour avoir survécu à une chirurgie d'urgence? Armand parla enfin, sa voix aussi plate qu'une feuille de calcul. C'était un hôpital privé. Tu ne nous as pas remerciés. J'ai pressé mes doigts contre mes tempes. C'est insensé. Gaspard se pencha en arrière, bras croisés. C'est juste. Tu es parti. Tu n'as pas contribué à la famille depuis des années. Pourquoi devrais-tu recevoir une part de quoi que ce soit maintenant? Parce que je l'ai mérité, claquai-je. Éléonore fit un léger « TSK » doucement. Chérie, n'exagérons rien. Ce ne sont que des chiffres. La vérité, c'est que nous n'avions pas à te montrer ça du tout, mais nous pensions que ce serait plus transparent ainsi. Transparent, comme si les mensonges n'étaient pas épais comme la fumée. Je pris une profonde inspiration et fouillai dans la poche de mon manteau. Lentement, délibérément, je sortis une clé USB et la posai sur la table. Elle claqua doucement contre le verre. Si petite comparée à leur dossier, mais plus lourde que tout cela. Qu'est-ce que c'est? Gaspard fronça les sourcils. Je ne répondis pas tout de suite. Je regardais Monsieur Leroux. Quand papy était malade, je l'ai aidé à numériser tous ses dossiers impôts, dons, investissements, même les cadeaux à la famille. Il m'a fait scanner chaque morceau de papier. J'ai toujours tout ça, y compris les reçus du fonds fiduciaire qu'il avait mis de côté. Celui que vous avez dit n'existait pas. Le visage de Gaspard tressaillit. Je me tournai vers Monsieur Leroux. Vous devriez peut-être jeter un coup d'œil. Je pense que vous trouverez quelques écarts entre ce qu'il y a dans cette enveloppe et ce que papy a réellement laissé derrière lui. Armand se remua inconfortablement. La voix d'Éléonore baissa d'un ton. Léa, tu ne vas pas transformer ça en une scène, n'est-ce pas? Tu sais comment Gaspard devient quand il est. Non, dis-je sèchement. Gaspard se leva. Tu penses que c'est une sorte de jeu? Je le regardai droit dans les yeux. Non. Je pense que ça va devenir très réel. Je ne me suis pas rasseoir. Je suis resté debout à côté de la table, les bras croisés lâchement, tandis que Monsieur Leroux hésitait avec la clé USB. Ses doigts planèrent au-dessus du trackpad comme s'il tremblait de caféine, pas de culpabilité. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le faible tic-tac de l'horloge antique qu'Éléonore avait insisté pour ajouter sur la cheminée pour la classe. Il cliqua enfin. Une liste de dossiers apparut sur l'écran de l'ordinateur portable, net, clair et horodaté. Je le vis tressaillir légèrement devant le nombre de fichiers. Ses lunettes glissèrent sur son nez alors qu'il se penchait en avant. Commencez par celui-là, dis-je en pointant du doigt. Il ouvrit un dossier étiqueté « Mars 2017 ». À l'intérieur, des lettres, des numérisations de registres et un fichier audio. Ce dernier avait leurs noms estampillés en travers, Éléonore, Mars 2017. Il double-cliqua dessus. Au début, seul le silence. Puis sa voix, la voix de ma mère, remplit la pièce. Aiguë, essayant d'avoir l'air décontracté, mais il y avait de la tension dessous. Alors, vous êtes sûr qu'elle ne le découvrira pas? Parce que ce dont j'ai besoin, c'est quelque chose de discret, quelque chose qui le transfère simplement. Elle a sa propre vie. Elle ne le remarquera pas, Léa ne se soucie pas de ces choses. Puis vint la voix stable de mon grand-père. Calme, désapprobatrice. Éléonore. Déplacer des actifs d'un bénéficiaire à un autre sans divulgation est un vol. Tout simplement. Un souffle. Sa voix de nouveau, plus basse maintenant. Je ne vole pas. Je protège juste l'avenir de Gaspard.
Monsieur Leroux avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 2 minutes. Il chercha à tâtons la touche pause. Armand se pencha sur lui. Éteins ça, ordonna mon père. Je tendis le bras lentement, délibérément, et touchai son poignet juste assez pour l'arrêter. Laisse-le finir. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'avais pas besoin de le faire. L'enregistrement continua. La voix de papy, maintenant plus ferme, tu m'as déjà convaincu de réviser le trust une fois. Je ne le ferai plus. Et si tu essaies sans moi, Éléonore, cela te retombe dessus. Puis le clic de l'enregistreur qui s'éteint. Le silence de nouveau. Tante Christine cligna lentement des yeux, le genre de clignement qui dit « Je me suis toujours posé la question ». Son regard dériva vers Éléonore, puis de nouveau vers Monsieur Leroux. Il fixait toujours l'écran comme s'il allait se mettre à s'expliquer. Je n'ai pas vu ça, marmonna-t-il. Pendant l'homologation, je n'ai vu aucun de ces fichiers. Je sortis un document de mon sac, net, propre. Le papier avait encore la légère odeur de stockage sec, vieux et intact. C'est parce qu'ils n'étaient pas dans vos dossiers, dis-je calmement. Ils étaient enfermés dans le coffre-fort de papy. Celui-ci m'est parvenu il y a 2 semaines, envoyé directement par son avocat à Bordeaux. Il ne faisait confiance à personne d'autre pour s'en occuper. Je le posai sur la table devant Monsieur Leroux. Il ajusta ses lunettes, le prit et commença à lire à voix haute, juste à voix basse. Avenant au dernier testament à attribution de droits miniers, compte d'investissement allé à Mercier. Il cligna des yeux. Ceci est notarié. Éléonore sauta de son siège comme si la chaise l'avait brûlé. C'est faux. Je la regardai dans les yeux. La vôtre l'était. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais rien n'en sortit. Gaspard, qui avait été silencieux tout ce temps, bondit soudain. Pas sur moi, mais sur la table. Il tenta de saisir le document, mais j'avais déjà reculé. Il attrapa le vide. Essaie encore, dis-je d'une voix plate, et la prochaine personne à qui tu auras affaire, ce ne sera pas moi. Ce sera le greffier du tribunal, celui qui a certifié ce même document la semaine dernière. Il se figea en retenant son souffle. Et juste pour que ce soit clair, ajoutai-je en sortant mon téléphone, cette conversation a également été enregistrée. Pour plus de clarté. Le silence qui suivit n'était pas seulement gênant. Il était dangereux. Il crépita de longues années de pourriture enfouie qui refaisaient surface. Tante Christine s'éclaircit la gorge. Sa voix était instable, mais elle parla avec plus de poids que je ne l'avais jamais entendue. Si ce que vous dites est vrai, dit-elle lentement, alors vous deux. Elle se tourna vers Éléonore et Armand. Avez commis une fraude criminelle. Monsieur Leroux s'enfonça un peu dans son siège. Ce n'est pas juste une erreur, murmura-t-il. C'est criminel. Armand recula de la table, ses yeux se dirigeant vers la cheminée comme si elle pouvait offrir une échappatoire. Éléonore ne bougea pas. Elle resta là, les lèvres entr'ouvertes, ses mains se recroquevillant lentement en point. Tu as dit qu'elle ne le découvrirait jamais. Elle siffla. Pas à moi, à Gaspard. Son visage tressaillit. Je pouvais le voir maintenant. Elle n'était pas en colère à cause de ce qu'ils avaient fait. Elle était en colère qu'ils ne l'aient pas assez bien couvert. Je me suis dirigé vers l'encadrement de la porte et j'ai pris la seconde enveloppe dans mon sac, la glissant sous mon bras. Ils suivirent chacun de mes mouvements. Oh, j'ai découvert beaucoup de choses, dis-je par-dessus mon épaule. Mais je ne vous ai même pas encore montré ce qu'il y a dans la seconde enveloppe. La pièce était toujours calme. Trop calme. Calme comme cette étrange quiétude juste avant qu'un orage d'été ne fende le ciel. Mes doigts effleurèrent le coin de la seconde enveloppe alors que je la sortais de la poche de mon manteau. Silencieusement, délibérément. Je ne me suis pas pressé. Je les ai laissés rester un peu plus longtemps dans leur propre silence. Les yeux d'Éléonore se plissèrent. Une autre lettre de ton grand-père mort? Son ton avait cette même moquerie que j'avais entendue toute ma vie, à peine voilée par une fausse douceur. Le genre utilisé quand quelqu'un perd le contrôle. Je ne la regardai pas. Je rompis simplement le seau, sortis le papier plié et le posai à plat sur la table basse où tout le monde pouvait le voir. Ce n'était pas une lettre. C'était une facture. Monsieur Leroux plissa les yeux sur l'entête, puis se raidit. Avis d'action civile envisagée, lut-il à voix haute, à voix basse. Éléonore cligna des yeux. Qu'est-ce que c'est?
Je ne me suis pas assise cette fois. Je suis resté debout, une main légèrement posée sur le dossier de la chaise, l'autre tournant la page. Vous m'avez facturé 190 000 € pour couvrir les frais de mon éducation. Vous vous en souvenez, demandai-je, ma voix calme, mesurée. Alors je me suis dit, juste et juste. Gaspard fronça les sourcils. Armand se remua, la mâchoire serrée. Je frappai la première ligne avec mon doigt. 60 000 € pour le transfert non autorisé de fonds fiduciaires retirés du compte de papy sans consentement. Éléonore regarda Armand, mais je ne fis pas de pause. 29 000 € de faux frais de représentation légale rédigés par un cousin éloigné que vous prétendiez être un avocat spécialisé dans les successions. Il ne l'est pas et il n'a jamais déposé ces documents. Je tournai la page suivante. 101 000 €. Cela inclut les intérêts composés et ce que l'État qualifie de dommages émotionnels résultant d'une tromperie financière intentionnelle et d'une ingérence frauduleuse dans l'héritage. Tante Christine fit un bruit bas, guttural. Oh, mon Dieu! Éléonore retrouva enfin sa voix. Elle était cassante et ténue. Tu ne peux pas poursuivre ta propre famille pour ça. Je rencontrai son regard, plat et inébranlable. Tu as raison. Je ne pouvais pas. Jusqu'à ce que tu en fasses une transaction financière. Tu as envoyé une facture. Je réponds simplement de la même manière. Armand se leva maintenant, une colère montant à son visage. Tu penses que tu vas traîner ce nom de famille devant les tribunaux après tout ce que nous avons fait pour toi? Je me suis penché légèrement, ma voix calme. Je n'ai rien à traîner, papa. Vous réglerez ça en privé, comme l'ont fait les voisins quand vous avez falsifié leur acte de propriété en 2021. La couleur s'écoula du visage d'Armand comme de l'eau dans un évier. Les mains d'Éléonore se crispèrent. Ce n'est pas vrai. Tu veux que je passe cette bande aussi, demandai-je. Monsieur Leroux leva les yeux, surpris. Il y a une bande? Il y en a plus d'une. Tante Christine se tourna brusquement. Attendez, quel acte? De quoi parlez-vous? Je sortis la dernière feuille de l'enveloppe, pliée en deux. Je la posai doucement devant elle, puis reculai. Une lettre du service des domaines et de l'éthique de l'État. Un enquêteur a ouvert un dossier après que je leur ai transmis des copies numérisées de votre testament modifié ainsi que les relevés bancaires que l'avocat de papy avait conservés. Ils épluchent vos finances maintenant, et celles de Gaspard. Éléonore s'assit lourdement comme si ses genoux avaient enfin cédé. Elle ne parla pas, ne bougea pas. Gaspard me fixa, non pas avec colère, mais comme quelqu'un qui essaie, et échoue, de comprendre comment le sol a bougé sous ses pieds. Tu penses que ça te rend meilleur que nous, claqua Armand. Non, répondis-je. Ça me rend juste libre de vous. La voix d'Éléonore se brisa. Nous avons tout fait pour que Gaspard ne se sente pas exclu. Tu as toujours été forte, Léa. Tu n'as jamais eu besoin. Ne fais pas ça, dis-je, plus sèche maintenant. Ne reconditionne pas le vol en noble sacrifice. Tu ne l'as pas fait pour Gaspard. Tu l'as fait parce que tu pensais que je resterais silencieuse. Je me tournai vers Gaspard. Il tressaillit légèrement. Tu veux toujours être exécuteur testamentaire, lui demandai-je clairement. Il ne répondit pas. Monsieur Leroux s'éclaircit la gorge, tremblant légèrement. Je ne veux aucune part à cela. Je me récuserai et informerai le barreau. J'aurais dû faire plus de diligence raisonnable lorsque j'ai traité l'homologation. Je suis profondément désolé. Tante Christine regarda entre nous tous, ses lèvres si serrées qu'elles devinrent blanches. Je contournai la table, me dirigeant vers la porte. Ma main effleura la poignée de porte. Puis je m'arrêtai. Je me tournai à mi-chemin, non pas pour un effet dramatique, mais parce que je pensais chaque mot qui allait suivre. Vous avez dit que je vous devais pour la vie que vous m'avez donnée, dis-je, calme et clair. Mais vous avez volé la seule chose que j'ai jamais demandée. Pas de l'argent, pas une faveur, juste la vérité. Et sur ce, j'ouvris la porte. Le lendemain matin vint, doux et gris. Je ne me suis pas pressé. Je me suis réveillé avec une clarté tranquille qui n'avait pas besoin de café pour s'affûter. Pourtant, j'en ai fait, amer, foncé, approprié. Je me suis habillé dans des tons neutres. Pas de bijoux, pas de maquillage, juste des lignes épurées et une armure silencieuse. Le centre de médiation était situé entre un cabinet dentaire et un cabinet de préparation fiscale, juste un autre endroit où les gens viennent nettoyer les désordres. Je suis arrivé en avance.
La réceptionniste m'offrit un sourire trop large, trop forcé. Je hochai poliment la tête et pris la chaise la plus proche de l'extrémité de la table de conférence. La pièce était fraîche, stérile. 4 chaises simples, une photo d'eau, un petit plateau de menthes poivrées emballées. Une horloge murale tic-tac plus fort qu'elle n'aurait dû. J'ouvris le dossier et posai les documents devant moi. Les originaux notariés, la fausse procuration qu'Armand avait faxée depuis l'arrière-boutique de quelqu'un, le testament réécrit qu'Éléonore avait mis à jour avec la fausse signature de Gaspard, et le transfert de propriété qu'ils avaient déposé pendant que j'étais hors de la région, toujours en deuil de la seule personne de cette famille qui m'ait jamais dit que je comptais. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. Juste, prête à en finir. Un léger coup à la porte brisa le silence. Éléonore entra la première. Son rouge à lèvres était inégal. Sa posture affaissée. Elle avait l'habitude de flotter dans les pièces. Aujourd'hui, elle avait l'air d'avoir été traînée. Armand suivit, plus lentement que d'habitude. Sa cravate était de travers. Le gris de sa barbe plus prononcé. Aucun d'eux n'établit de contact visuel. Gaspard entra le dernier. Il ne s'assit pas, resta près de la porte, les yeux baissés. La médiatrice arriva peu après. Costume neutre, ton neutre, visage neutre. Merci à tous d'être venus, commença-t-elle, déposant une simple pile de formulaires. La réunion d'aujourd'hui est privée, contraignante. Il ne s'agit pas de sentiments. Il s'agit de résolution. Je levai les yeux. Personne ne dit un mot. Je fis glisser le dossier vers l'avant et l'ouvris à la première page. Voici mon offre, dis-je. Éléonore se raidit comme si elle se préparait à quelque chose déguisé. Je ne poursuivrai pas d'accusation criminelle, dis-je lentement, si le montant total de 160 000 € est remboursé dans les 60 jours, et que vous signez tous les deux cette déclaration sous serment renonçant à toute revendication sur ma propriété, mon héritage ou mon nom légal. Armand laissa échapper un son comme un rire qui s'était perdu à mi-chemin. La voix d'Éléonore se brisa. Nous t'avons élevé. Nous ne méritons pas cela. Je rencontrai son regard. Tu ne m'as pas élevé. Tu as élevé quelque chose que tu pouvais façonner, contrôler, mouler en un hommage à vous-même. Tu as brisé cela quand j'ai commencé à penser par moi-même. Elle tressaillit mais ne dit rien. Du coin de la pièce, Gaspard parla enfin, sa voix incertaine. Je ne savais pas que ça allait aussi loin. J'étais stupide. Je le regardais sans chaleur. Tu n'étais pas stupide. Tu étais à l'aise. C'est différent. Il hésita. Ils m'ont dit que tu étais parti, que tu nous avais abandonnés. Je suis parti, dis-je, ma voix égale. Mais pas pour m'éloigner. Je suis parti pour survivre. Il y a une différence. La médiatrice leva la main doucement. Nous allons prendre une courte pause. 10 minutes. Tout le monde se leva d'un coup, comme si l'air était devenu plus lourd. Je suis resté assis sur ma chaise. Armand s'attarda près de la fenêtre, puis traversa la pièce vers moi, lentement. Je sais que je t'ai déçu. Je ne bougeais pas. Je voulais être meilleur, dit-il d'une voix basse. Mais ta mère, elle a fait des choses. Je l'arrêtai d'un léger hochement de tête. Non, ne me sers pas ça. Tu as eu des occasions. Tu as choisi le silence. C'était ton arme. Il baissa les yeux. Je pensais protéger la paix. Il n'y avait pas de paix, dis-je. Seulement une performance. Les 10 minutes prirent fin tranquillement. Nous sommes retournés à la table. La médiatrice fit circuler l'accord. La main d'Éléonore trembla en signant. Le visage d'Armand était inexpressif. Gaspard ne demanda pas à signer. Il savait qu'il n'avait pas sa place dans cet acte final. Quand les papiers furent prêts, je ramassai ma copie et fermai le dossier. Pas de tambour ni trompette, pas de dernier mot, jusqu'à ce que je me lève. Ce n'est pas une clôture, dis-je. C'est juste moi qui sors de l'épave. Je passai devant eux vers la porte. Éléonore tendit la main. Ses doigts effleurèrent les miens, doux, comme des fantômes. Je me suis doucement retiré. C'est ici que nos affaires se terminent. Et je quittai la pièce. Je ne regardai pas en arrière en fermant la porte de la salle de conférence. Pas une seule fois. Le doux clic derrière moi sembla final, comme le dernier clou dans une boîte que je portais depuis trop longtemps. Dehors,
le ciel avait glissé dans cette douce nuance entre le crépuscule et la nuit, le genre de bleu qui me faisait toujours penser aux balançoires de Porsche et aux vieilles couettes. Je suis rentré chez moi sans allumer la radio, juste le bruit des pneus sur le goudron et le léger murmure de tout ce qui était resté non dit. Au moment où je me suis garé dans l'allée, la lumière du Porsche s'était allumée, projetant un cercle chaud sur les marches. Mes talons frappèrent doucement les planches de bois alors que j'entrais. Je ne me suis pas soucié de la cuisine ni des lumières. J'ai simplement marché jusqu'au salon et me suis assise sur la vieille chaise en velours près de la fenêtre, celle où papy faisait la sieste quand il venait. Pendant un moment, je suis juste restée assise. La pièce autour de moi était calme, paisible, même. C'était nouveau. Sur la table d'appoint à côté de moi se trouvait la boîte en cèdre que je n'avais pas touchée depuis les funérailles. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos de famille, l'avenant notarié au testament, et une enveloppe scellée au papier épais, une écriture que je reconnaîtrais n'importe où. Je l'avais vue sur des boîtes de pêche, des notes de déjeuner, des cartes d'anniversaire avec des billets de 5 € glissés à l'intérieur. Papy m'avait laissé une dernière lettre, et jusqu'à présent, je n'avais pas été prête à l'ouvrir. Mes doigts planèrent au-dessus du rabat avant que je ne rompe enfin le seau. Le papier à l'intérieur était légèrement jauni. L'encre était passée par endroits, mais chaque mot était clair. Si tu lis ceci, cela signifie que tu es resté fidèle à qui tu es. Juste cette ligne, et je retenais déjà mon souffle. J'aurais aimé pouvoir en dire plus quand j'étais en vie. Mais la vérité est que je ne savais pas toujours comment faire. Tu me rappelais ta grand-mère de cette façon. Calme mais stable, le genre que les gens négligent jusqu'à ce que la tempête frappe. Et soudain, tu es la seule à tenir debout. J'ai cligné des yeux avec force. Ma gorge se serra, mais je continuai à lire. Je sais ce qu'ils ont fait. Je sais comment ils ont falsifié les documents. Je l'ai vu venir. Et je suis désolé de ne pas avoir parlé plus fort quand j'aurais dû. Mais je veux que tu saches ceci, je t'ai choisi. Pas parce que tu l'as demandé, mais parce que tu ne l'as pas fait. Tu étais là. Quand j'étais à l'hôpital, quand j'oubliais des choses, tu étais présente, calme comme toujours. Mais je l'ai remarqué. Je pouvais le sentir maintenant. Des larmes piquaient mes yeux mais ne tombaient pas. Juste le gonflement derrière les yeux. Le genre de douleur dont on ne crie pas. Celle que l'on porte. La lettre continuait, parfois, ceux qui détournent le regard le plus longtemps sont ceux qui vous aiment le plus. Ils n'ont simplement jamais appris à le dire. J'aurais aimé apprendre plus tôt. J'ai vu ce que Éléonore devenait, et quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas les réparer, mais je pouvais m'assurer que tu sois protégé. C'est pourquoi la seconde clause existe. Ah, il parlait de l'avenant. Celui qui rendait tout légal. Celui qu'ils n'avaient pas prévu. Ils diront que tu leur dois. Ils traîneront ton nom dans la boue et appelleront ça de l'amour. Mais ne les laisse pas réduire ta valeur à ce qu'ils pensent t'avoir donné. Tu ne leur dois rien, si ce n'est la vérité. Et c'est peut-être le cadeau le plus difficile de tous. À ce moment-là, je tenais la lettre des deux mains, attentive à ne pas la laisser trembler. Je veux que tu vives, Léa. Pas seulement survivre. Tu as fait ça assez longtemps. J'espère que tu construiras quelque chose de calme et de réel. Le genre de vie que tu n'as pas à prouver à qui que ce soit. Et si un jour tu as besoin de raconter ton histoire, raconte-la avec ta propre voix. C'est elle qui compte. La dernière ligne était simple, je suis fier de toi. Je l'ai toujours été. Je suis restée assise là longtemps après, pas en pleurant, juste en respirant, laissant les mots se déposer comme la poussière sur un vieux parquet. Pas de feu d'artifice, pas de musique dramatique, juste la paix. Finalement, j'ai replié la lettre le long de ses plis, douce comme de la soie. J'ai ouvert la boîte en cèdre et l'ai placée à côté de l'avenant, puis j'y ai glissé la vieille photo de pêche où le bras de papy était autour de mon épaule, mon sourire de 10 ans sans une dent. J'ai aussi ajouté la copie de l'accord de justice, non par amertume, mais pour me rappeler où le chemin avait mené. Ce chapitre, j'ai décidé qu'il pouvait se clore maintenant. Je me suis levé et j'ai marché pieds nus jusqu'au porche. L'air nocturne était frais, le genre qui touche votre peau comme un souffle. La terre s'étendait devant moi, calme et stable. La mienne maintenant, mais elle avait toujours été plus que cela. C'était l'endroit où j'étais vu. Alors que je me penchais sur la balustrade, mon téléphone vibra doucement dans la poche de mon cardigan. Je le sortis, m'attendant à un spam ou à un appel manqué, mais le message disait « Salut ». J'ai lu ce qui s'est passé.
Je suis ta cousine Élise. Je pense que nous devons parler de ce qu'ils ont fait à notre côté de la famille. Je fixai l'écran, la lumière du porche brillant doucement autour de moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seul. Le soleil avait depuis longtemps disparu derrière les collines lorsque j'entrai dans le petit café tranquille niché le long d'une route secondaire à Montélimar. Les fenêtres étaient juste légèrement embuées, capturant la lumière ambrée des ampoules suspendues à l'intérieur. J'ouvris doucement la porte, la clochette au-dessus tintant doucement alors que j'entrais. Elle était déjà là. Élise était assise à la table du coin, petite silhouette, cheveux châtains tirés en arrière, mains posées tendues sur un dossier manille, tout comme le mien l'avait été. Ses yeux rencontrèrent les miens, incertains au début. Mais il y avait quelque chose de familier en eux. Une ombre de quelqu'un que nous avions toutes deux connu autrefois. Léa? Elle se leva. Je hochai la tête. Tu dois être Élise. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre, le bourdonnement de la machine à expresso, une douce toile de fond à la discrète révélation entre nous. J'ai failli ne pas te contacter, admit-elle, ses doigts effleurant le bord de son dossier. J'ai lu tout ce qui s'est passé, et une partie de moi pensait que tu ne voudrais peut-être pas savoir ce qu'ils nous ont fait. Je me suis penché en avant, ma voix calme. Après ce qu'ils m'ont fait, je serais idiote de ne pas écouter. Elle laissa échapper un soupir qui semblait avoir été retenu pendant des décennies. Ma mère, elle s'appelait Cora. La plus jeune fille de votre grand-père, issue de son premier mariage. Elles étaient proches. Mais ensuite, quelque chose s'est passé. Éléonore disait aux gens qu'elle était instable, qu'elle inventait des choses. Ma mère avait 17 ans quand elle a quitté l'Alsace. Elle n'est jamais revenue. J'ai écouté, le cœur stable. Le nom de Cora remua quelque chose au fond de ma mémoire, comme le léger parfum du chèvrefeuille par une brise d'été. Papy avait une fois mentionné une petite sœur qui avait déménagé vers l'ouest. J'avais pensé qu'il parlait de sa sœur, et non de sa propre fille. Élise ouvrit lentement le dossier. À l'intérieur, des lettres manuscrites vieillies par le temps. L'une attira mon regard instantanément, l'écriture cursive penchée et familière de Papy. Je les ai gardées cachées, dit-elle doucement. Elles viennent de lui. Certaines datent de près de 25 ans. Elle m'en tendit une. Je la dépliai avec soin, comme si elle pouvait disparaître si je clignais des yeux. Chère Cora, commençait-elle. Je pense encore à ce 14 juillet où tu as brûlé le poulet et essayé d'en rejeter la faute sur le barbecue. Tu n'as jamais aimé admettre que tu avais tort, mais mon Dieu, je t'aimais pour ça. J'aimerais que tu sois là maintenant. Les choses ne sont plus les mêmes. Éléonore a changé. Je ne peux pas voir clair à travers le brouillard qu'elle a bâti autour de cette maison. Il y avait une autre photo glissée dans la pile. Une jeune femme riant, tenant un tout petit Élise peut-être au bord de l'océan. Papy était à côté d'elle, le soleil inondait son visage. C'était la dernière fois que nous l'avons vu, murmura Élise. On nous a dit de rester loin, qu'il était malade, dangereux, que si nous revenions il y aurait des conséquences. Je sortis l'avenant que Papy m'avait laissé, le posai à côté de son dossier. 2 chronologies, même signature, même inclinaison dans les coups de plume. Il ne cachait pas seulement de l'argent, murmurai-je. Il cachait des gens. Élise hocha la tête. Des branches entières de l'arbre généalogique juste coupées. Et Papy, demandai-je, a-t-il déjà dit pourquoi il ne s'était pas battu plus fort? Elle baissa les yeux. Il a dit qu'il avait essayé. Que Éléonore lui avait fait choisir la paix plutôt que la guerre. Qu'il était resté silencieux pour pouvoir au moins rester proche de la terre. Mais il avait toujours prévu quelque chose pour toi. Il m'a dit un jour, Léa me voit. Même quand j'oublie qui je suis, elle me voit. Mes yeux brûlaient, mais je ne pleurais pas. Au lieu de cela, j'ouvris de nouveau le dossier, repliai doucement la lettre et demandai, seriez-vous d'accord si nous reconstruisions cela, pas seulement l'héritage, la mémoire, la partie qu'il pensait enterrer. Élise hocha lentement la tête. Plus que ça. Je pense que c'est le moment. Plus tard ce soir-là, je suis allé au cimetière familial. Le gravier crissa sous mes pneus. Le vent s'était levé juste assez pour soulever les coins de l'écharpe que j'avais nouée autour de mon cou. Je me suis tenu près de la pierre de Papy, patinée, simple. J'ai balayé une feuille qui avait atterri sur son nom. Je l'ai trouvé, dis-je d'une voix calme. J'ai trouvé ce que tu croyais perdu. Pas de tonnerre, pas d'éclair, juste le silence. Honnête.
lourd, stable. De retour à la maison, je n'ai pas allumé les lumières tout de suite. Je me suis assise sur le porche avec mes bottes toujours aux pieds, la journée me rattrapant par vagues. Puis j'ai pris un stylo. Non pour écrire à Éléonore. Ni à Romy. Ni à quiconque avait essayé de m'éteindre. J'ai écrit à moi-même, tu ne leur dois pas la paix pour les guerres qu'ils ont commencées. Tu ne leur dois pas la compréhension quand ils ont passé des années à te faire douter de ta propre histoire. Il n'y a pas de facture pour l'amour. Pas de remboursement pour la trahison. Mais il y a quelque chose de mieux. La liberté dans la clarté. J'ai plié la lettre, l'a glissée dans la boîte à souvenirs à côté de celle de papy, juste entre sa dernière note et un polaroid usé de nous pêchant quand j'avais 7 ans. Une voix d'enfant m'appela de l'extérieur du portail. J'ai levé les yeux. Un petit garçon passant à vélo, me faisant signe. J'ai levé ma main et lui ai rendu son signe. Ils ont essayé de me faire croire que je leur devais pour la vie qu'ils m'avaient donnée.